Là, on va regarder comment, avec des partenaires, on peut développer son entreprise et également favoriser la mobilité sociale. On va le faire avec nos invités, Alexandra Dublanche, Raphaël Leroy, Mathieu Cornietti et Stéphane Ben-Simon. Asseyez-vous. Voilà, Alexandra Dublanche nous rejoint dans quelques minutes. Elle arrive. Prenez place. Bonjour. Prenez place, on va pouvoir démarrer. Alors, avant de poser des questions moi-même, j'ai parlé de l'application tout à l'heure SparkUp, qui est le partenaire de Citizen Entrepreneur. Vous avez le code d'accès et on va pouvoir, là, dans cette session, activer cette plateforme. Et n'hésitez pas donc à poser des questions ou faire des réflexions, hein, pas forcément des questions. Derrière, liker. Moi, j'ai cela, ou je vais avoir cela si on me donne mon téléphone. Et je vais donc du coup, en temps réel, voir quelles sont les questions que je vais poser à nos invités. Alors, je vais les présenter. Si vous le voulez bien, je vais commencer par Raphaël Leroy, directrice de l'engagement et membre du comité exécutif de la Banque de détail BNP Paribas. Bonjour. En quelques mots sur la mobilité sociale, pour vous, quelle est l'approche? Est-ce que vous l'approchez par territoire, par population, digitaux, pas digitaux, on l'a vu ce matin, ou est-ce que votre approche elle est plutôt globale? Alors, bonjour à tous. Alors, nous avons construit dans le temps notre action donc, en faveur de la mobilité sociale ou plus largement donc, égalité des chances et accès à l'emploi, avec effectivement cette volonté d'avoir, vous parlez d'approche globale, tout à l'heure dans la table précédente, j'ai bien aimé, avec cette envie d'avoir finalement, d'adresser l'ensemble de la chaîne des acteurs sur ces sujets. Donc c'est effectivement cette approche globale. Alors on a commencé nous en 2005, comme beaucoup d'ailleurs d'entreprises ici, après l'électrochoc des émeutes dans les quartiers. Et donc nous sommes demandé comment nous pouvions agir, apporter nous aussi, contribuer à apporter une solution en tant que banque qui avait des agences et des équipes et des clients qui vivaient et travaillaient dans ces secteurs. Alors la première préoccupation, c'était de comprendre ce qui se passait. Et parmi les soucis majeurs, c'est effectivement un sentiment d'injustice devant finalement, le peu d'options qui s'offrent à ces jeunes qui sont dans les cités, échec scolaire ou chômage. Et puis notre deuxième préoccupation, c'était d'embarquer finalement ces actions au cœur de nos métiers. Donc ça, c'était pour que ce soit pérenne. Et donc on a lancé ce qu'on appelle le projet banlieue, donc autour de 3 axes, l'éducation, l'accès à l'emploi et le soutien aux petites associations de quartiers qui, partout en France, œuvrent pour le lien social et la cohésion sociale. Alors, sur la partie éducation, quand on parle d'approche globale, c'était de se dire comment on pouvait... Alors, nous, on ne sait rien faire. En revanche, on avait des partenaires associations. On a identifié des nouveaux partenaires qui agissaient sur l'ensemble de la chaîne, donc de la lutte contre l'échec scolaire à l'accès à l'emploi. Et donc, parmi ces acteurs, nos partenaires, c'est par exemple la FEV qui permet à des étudiants d'aider des jeunes des quartiers à faire les devoirs. On a aussi CEDIS au collège. C'est un moment assez important parce que c'est parfois au collège qu'on va décrocher. Donc, on travaille avec 100 000 entrepreneurs. Aux côtés d'entrepreneurs, on a des collaborateurs qui deviennent eux aussi intrapreneurs et vont témoigner. Il y en a 2 qui sont là, que l'on ne voit pas... directement, des entrepreneurs, mais dont on voit la production exactement. Régulièrement sur l'écran. Hein. Donc nous avons avec nous 2 personnes de BNP Paribas qui font autre chose dans la vie, j'imagine, mais qui ont un talent. C'est de faire justement du graphisme. Et ces dessins que l'on voit ou qu'on va voir régulièrement sur l'écran, ce sont des salariés de BNP Paribas et qui font, je le reste du temps, on leur demandera si on a le temps tout à l'heure, ce qu'ils font le reste du temps chez vous. En tout cas, aujourd'hui, ils dessinent. En tout cas, ils font les 2. C'est ça la nouveauté. Ouais. Après, c'est se dire comment, une fois qu'on est avec 100 000 entrepreneurs, qu'on convainc les jeunes qu'il faut qu'ils travaillent, finalement, leur destin entre leurs mains, c'est de pouvoir les accompagner le plus loin possible. Et là, on a des Alors, une des questions partenaires. qui se posent, c'est le financement. Ce matin, la question principale qui se posait, c'est quand on n'a pas d'argent, comment on fait pour se financer? Vous parlez de qui, là? D'entrepreneurs.
Des entrepreneurs. De jeunes entrepreneurs, voilà. Ah ben ça, c'est une autre question. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Mais alors là, moi, je ne sais plus. Là, on parlait... Là, j'étais plutôt sur... et là, je viendrai sur un deuxième sujet. Là, on était sur l'égalité des chances et l'accompagnement le plus loin possible. Et donc, il y a des acteurs comme Article 1, comme Nos quartiers ont du talent, qui vont permettre, là aussi, d'aller le plus loin possible. Le deuxième axe qui est très important, c'est comment, si on a réussi ses études, on est accompagné le plus loin possible. Mais si on n'a pas réussi ses études, comment malgré tout on peut être employable. Et donc là, on a de grosses actions pour justement cette employabilité, soit par la formation, comme avec Simplon ou Webforce 3, qui permettent de former des jeunes sur des métiers en tension et du coup de croiser des besoins sur des métiers du web par exemple, et puis des jeunes qui ont tous les talents de réussir, mais c'est aussi de former des jeunes à la création d'entreprises. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais on a des associations comme les Déterminés par exemple, une formidable association qui permettent à des jeunes qui ont plein de talents dans les quartiers de créer leur entreprise, et souvent d'ailleurs ils apportent des solutions vraiment nouvelles à ces enjeux, à ces défis de l'emploi et de la création de valeur dans les quartiers. Donc voilà, c'est toutes des actions que nous menons depuis et que nous construisons avec nos partenaires, et on a accéléré en 2017 avec la création de la direction d'engagement, puisque cette action de l'inclusion des jeunes a intégré finalement le cœur de notre métier. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de ces collaborateurs BNP Paribas qui s'impliquent. Effectivement, on demande de plus en plus à nos collaborateurs, en tout cas on les laisse faire, puisqu'on a un plan d'action pour s'engager sur 1 million d'heures solidaires d'ici 2020, pour embarquer dans nos actions de plus en plus de collaborateurs. Et mettre ce sujet au cœur de notre action, c'est aussi développer des offres. Donc il y a pas mal d'étudiants dans la salle aujourd'hui. À la rentrée, c'est toujours le parcours du combattant, notamment pour les étudiants des boursiers, pour trouver un appartement. Parce que pour trouver un appartement, il faut une caution, et souvent les parents ne peuvent pas apporter de caution. Et du coup, on a développé une offre qui permet de faciliter le chemin de ces étudiants. Voilà tout un exemple d'action qui montre combien on essaie d'adresser, alors jamais seul, mais l'ensemble de ce sujet dans son écosystème le plus complet. Ce qui est important quand vous êtes jeune, quand vous êtes dans la salle et que vous pensez à créer une entreprise, ou qu'un jour vous pourrez créer une entreprise, c'est que vous n'êtes pas seul finalement. Vous avez autour de vous, si vous savez bien le trouver, tout un environnement de l'ensemble des acteurs qui peuvent vous accompagner pour développer votre idée. Et cette idée va peut-être devenir une entreprise. Mathieu Cornietti, alors que Alexandra Dublanche nous rejoint, peut-être une question, parce qu'il y a des questions sont posées sur l'application. Est-ce qu'il existe des aides au financement public pour créer une start-up écologiste? Voilà, cette question a déjà recueilli 10 likes là, en 5 minutes. Ou quelqu'un d'autre, donc vous et forcément. Si on parle de financement public, effectivement, Alexandra sera forcément bien mieux placée que nous. Simplement pour rappel, financement, il y a aussi public dans la question, mais je pense qu'il faut élargir la question. Dans le financement privé, il y a aussi un gros soutien, évidemment, du public. Mais je pose la question parce que c'était le débat d'avant, justement. Est-ce qu'on peut flécher, est-ce qu'on peut identifier des entreprises qui sont écologistes? Ce que je vous propose, c'est de couper la question en deux. Ah oui. L'enjeu du financement et de ces aides, elle peut être faite en direct par le privé, mais elle peut aussi être réalisée par le public. Je vais juste parler du privé, puisque ce financement privé, en tant que fonds d'investissement, donc Impact Partenaire, société de gestion à vocation sociale, on a lancé typiquement un fonds dédié aux commerçants dans les quartiers populaires par la franchise, avec comme souscripteurs donc des financeurs publics, le Conseil régional Île-de-France, mais aussi les financeurs privés, excusez-moi, BNP Paribas. Donc oui, il existe des aides il existe du financement privé grâce à des acteurs privés aussi et publics. Alors Alexandra Dublanche nous a rejoint, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité. Alors justement sur ces aides publiques, mais la question, elle était, on a vu ce matin qu'il y avait beaucoup d'aides publiques et d'aides privées, en tout cas d'accompagnement financier. La question, elle est là plus ciblée sur les entreprises écologiques. C'était le débat d'avant justement. Est-ce qu'on sait flécher aujourd'hui, privilégier les entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement par rapport aux autres? Tout à fait. Alors, bonjour, excusez-moi pour le retard. Saint-Ouen, c'est loin. Alors bien sûr, il y a des aides publiques dans tous les domaines, que les startups soient aussi écologiques. Justement, je voulais vous parler, il y a une aide qu'on a lancée qui s'appelle Entrepreneur Leader. Ça, c'est au tout début de votre processus de création.
Nous, on a une obsession de simplification. J'imagine que voilà, il y a eu beaucoup de descriptions d'aide publique. Ça peut être un magma, surtout en Île-de-France. Et donc, nous, on veut simplifier. Donc, on a simplifié ce parcours. Et donc, on a cette aide à l'entrepreneuriat, aux créations d'entreprises, en ciblant plus particulièrement 2 publics qui ont encore plus de mal à créer des entreprises ou qui hésitent plus à y aller. Ce sont les femmes, qui représentent un peu moins que 40% des publics accompagnés. Donc, on veut juste atteindre 50%, logiquement. Et les quartiers politiques de la ville, donc je pense qu'on y reviendra. On vient de voter la semaine dernière un grand plan d'accompagnement de la transformation écologique et énergétique de notre région avec 10 milliards qu'on met sur la table. Donc bien sûr, c'est une politique transversale, les transports, la biodiversité, etc. Il y a aussi de l'aide à l'entrepreneuriat. Ça, vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur nos aides classiques qu'on a appelées les aides UP, TP UP, PM UP, qui peuvent aller de 55 000 € pour une aide TP UP, quand vous créez une petite entreprise de moins de 5 salariés, jusqu'à 250 000 €, voire, si c'est très innovant, on peut monter jusqu'à 3 millions d'euros. Donc avec une partie en avance remboursable, c'est-à-dire que ce n'est pas une subvention, il y a 1 million, on peut aller jusqu'à 1 million d'euros de subvention. Et donc et on fait aussi, en lien avec l'intelligence artificielle, on a lancé des challenges. Donc pour l'instant, on en a fait un sur la santé, sur la récidive du cancer du sein, où on va travailler avec des instituts qui mettent de la data à disposition. Donc, par exemple, on a attribué 1,5 million d'euros à une start-up dans la santé qui va travailler avec l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre européen de lutte contre le cancer, sur la récidive du cancer du sein. Elle a gagné 1,5 million d'euros. Là, on en fait un sur l'industrie, mais on en fera l'année prochaine aussi sur l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on lancera un challenge sur une question précise. Ça peut être la pollution de l'air, par exemple, ou ça peut être les nuisances sonores. Et donc, on posera une question précise avec un partenaire. Et donc, les startups pourront candidater, donc avec un prix à minima d'1 million d'euros à la clé. Donc, bien sûr, une entreprise écologique ou dans le domaine de l'environnement, du développement durable, peut bénéficier d'aides régionales. Et c'est une forte priorité de notre présidente Valérie Pécresse. Alors, autre question sur la mobilité sociale. On parle souvent d'ascenseur social. Là, la question, elle est simple. L'ascenseur social, en termes d'entrepreneuriat, est-il... Enfin, d'abord, il y a 2 questions. L'ascenseur social est-il en panne en France? Voilà, qu'est-ce qui va répondre à cette question? Et il y a une autre question qui est l'ascenseur social en termes d'entrepreneuriat. Est-il réellement en panne? Donc on dissocie les deux. Qu'est-ce qui a envie de se coller à cette question? On a vu ce matin que depuis 40 ans, finalement, on avait peu évolué sur la capacité à changer de classe sociale, dans quelle situation sociale d'origine. Qu'est-ce qui veut répondre à ça? Non, je pense que ça va au-delà de l'entrepreneuriat, bien évidemment, et ça concerne des politiques aussi au niveau de l'État. Les régions ont aussi un rôle à jouer. C'est des politiques aussi en termes de logement. Par exemple, nous, maintenant, on refuse de financer dans des quartiers qui ont plus de 30% de logements sociaux des logements, puisqu'on estime qu'il faut une mixité aussi pour favoriser ces quartiers. On travaille beaucoup sur le décrochage scolaire. Mais pour revenir à l'entrepreneuriat, nous, on est la première région économique d'Europe. Donc, on est une région extrêmement aisée, mais on est aussi la région de toutes les fractures, comme le rappelle souvent notre présidente, avec un des départements les plus pauvres de France. Donc, on est bien conscient de cela. On s'est engagé sur un plan région solidaire, donc qui agit à tout niveau. Ça peut être aussi bien la ruralité, parce qu'on est aussi une grande région rurale, malgré les caricatures, mais aussi évidemment sur les quartiers. Donc, par exemple, les aides dont je vous parle, quand on a remodelé notre dispositif Entrepreneur Leader pour aider à l'entrepreneuriat, on a demandé à nos partenaires, qui sont BGE, les boutiques de gestion, Initiative, qui font des prêts d'honneur, ou la CCI qui accompagne après, on leur a donné des objectifs chiffrés pour aller dans les quartiers, d'être présent partout, parce qu'on peut avoir la tentative d'aller aider là où il y a le plus d'entrepreneurs visibles, on va dire, et pas d'aller les chercher. Donc nous, on donne des objectifs plus particuliers. Mathieu l'a aussi rappelé, quand on crée Monte ta franchise, voilà, des opérations comme ça dans les quartiers, on va un peu plus charger ces entrepreneurs-là, chercher ces entrepreneurs. Moi, je suis particulièrement sensible parce que je suis élue d'un territoire où il y a des quartiers politiques de la ville à Sartrouville, dans les Yvelines. Et donc, on sait très bien qu'il y a énormément de créativité, mais que parfois, il faut un peu plus, nous, les financeurs publics, aller les chercher. Alors, il y a effectivement une très belle dynamique d'entrepreneurs dans les quartiers. Alors, vous citiez Ma franchise, il y a également les déterminés. Mais la force de la France, c'est qu'on a une vitalité incroyable, une dynamisme incroyable de ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux ou les entrepreneurs à impact. Donc, ils sont en train d'apporter de l'innovation
pour justement faciliter cette égalité des chances, parce que l'ascenseur social, je ne sais pas s'il est en panne ou pas, en tout cas il faut qu'on continue à se mobiliser et surtout à innover, parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui la solution qui fonctionne bien. Alors il faut se dire qu'avec ces entrepreneurs à impact qui innovent, tout à l'heure on entendra par exemple Éric Delannoy, lui qui a créé une agence de consulting où en fait la moitié de ses consultants n'ont pas fait les grandes écoles comme d'habitude, sauf qu'il est capable aujourd'hui d'identifier les compétences nécessaires pour être consultant, et du coup il va choisir une partie de ses salariés non pas sur un diplôme mais sur des compétences. Et aujourd'hui avec la nouvelle technologie, avec les algorithmes, de plus en plus on pourra identifier ces compétences. Je pense par exemple à GoJob à Marseille qui permet, lui c'est l'agence d'intérim qui permet d'identifier les potentiels de jeunes qui malheureusement ont échoué à un moment dans leur parcours scolaire, sauf qu'ils ont plein de talents. Donc il est capable d'identifier les besoins, les compétences et de mettre en face des PME qui recherchent des intérimaires. C'est tout cela qu'il faut, c'est toute cette énergie aujourd'hui, et la France a cette grande force. Alors vous parliez tout à l'heure des financements. Sur ces entrepreneurs-là, le gouvernement a quand même lancé tout un mouvement avec le French Impact. Donc ce qu'il faut, c'est être capable de les financer par des fonds d'amorçage, parce que pour se lancer, il faut qu'on puisse démarrer, et là c'est compliqué de démarrer sans fonds, et donc on a de plus en plus de fonds d'amorçage pour ces entrepreneurs-là. Il y a aussi une vitalité de l'innovation financière. Vous avez sans doute entendu parler des contrats impact social, et donc là c'est comment aujourd'hui on peut accompagner des acteurs comme Article 1 qui accompagne les jeunes vers les études supérieures, ou encore l'ADI qui est plus connu, qui permet à des jeunes ou moins jeunes d'accéder à l'emploi grâce à la microfinance. Ces acteurs-là ont besoin de fonds. Alors parfois, ils ont besoin en plus d'innover et d'aller essaimer leurs actions. Article 1 et l'ADI se sont dit, nous, ça marche bien en milieu urbain, comment on va aller dans le milieu rural? Parce que cette égalité des chances, finalement, le même sujet, on le retrouve en ruralité. Et donc, grâce au contrat impact social, il y a des entreprises privées qui financent, qui vont être remboursées non pas sur des ratios financiers, mais sur l'atteinte d'objectifs sociaux d'article 1 ou de l'ADI. C'est ça qui est nouveau. Et puis, il y a des financeurs assez traditionnels qui investissent. Donc, on voit qu'il y a une mobilisation globale. Et l'État va rembourser, puisqu'on parlait du rôle de l'État, dès lors que le porteur de projet social a atteint ses objectifs, l'État va rembourser les investisseurs. C'est tout ça, cette dynamique en France, et qui est vraiment une force pour l'économie, la nouvelle économie. Mathieu Trognetti. Moi, juste, quand Alexandra parle de Sartrouville, de ville dont Alexandra est élue, moi j'ai 40 ans. Moi, je vais essayer de parler ouais. Je suis de parler aux jeunes aussi. J'ai 40 ans. Il y a 22 ans, j'étais à Évariste-Gallois, au lycée. Et je me souviens que j'étais le seul, c'est un établissement, je crois, de 1800 élèves. J'étais le seul à aller en prépa HEC. Voilà. Donc, honnêtement, en 20 ans, les choses ne se sont pas améliorées. Je ne parle pas de ce lycée. Et ce n'est pas le quartier le plus difficile de Sartrouville. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, juste pour répondre à votre première question, l'ascenseur social est en panne. Voilà, il faut juste répondre oui, il est en panne. Voilà. Il faut une énergie de dingue pour réussir dans la vie. Je ne vais pas réussir sa vie, parce que c'est évidemment des enjeux qui sont plus personnels. Et puis de l'autre côté, quand on a des parents qui sont riches, c'est quand même... Il y a une sorte de déterminisme aussi financier qui fera que vous avez beaucoup de chance d'avoir vos enfants qui resteront riches aussi. Voilà. Donc clairement, l'ascenseur social est en panne. Et est-ce que l'entrepreneuriat est un moyen de régler tout ça? Oui. Voilà. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vous. C'est à vous de vous prendre en main. Et un bon entrepreneur, qu'il ait des parents riches ou des parents pauvres, ce n'est pas un enjeu de subvention, ce n'est pas un enjeu de capital. Nous, les entrepreneurs qu'on accompagne, ils ont déjà créé quelque chose, ils l'ont fait tout seuls. Ils sont rentables tout seuls. Et qu'est-ce que vous faites en termes... Qu'est-ce que vous faites en termes de mobilité sociale? Comment vous faites? Comment vous financez? Comment vous aidez des projets en la matière? Et puis je vous ramène à la question 15 likes. Votre plus gros investissement pour la mobilité sociale? Mais plus généralement. Moi, j'ai envie de reparler effectivement de Monta Franchise. Parce que, et pour faire recontextualiser, dans les quartiers populaires, il y a moins de commerce qu'ailleurs. Il n'y a surtout pas les grandes enseignes. Et le principal enjeu, c'est, pour le coup, c'est un problème financier. C'est qu'on a des super candidats à la franchise. Simplement, il faut un apport initial qui est significatif et qu'un habitant d'un quartier populaire n'a pas. Ou alors, s'il l'a, c'est-à-dire en général 100 000 ou 150 000 euros, il est parti du quartier. Voilà.
on a avec la région Île-de-France, avec BNP Paribas, la Française des Jeux, BPI France et d'autres souscripteurs, on a lancé un projet de financement de ces commerces, d'ouverture de ces commerces dans les quartiers. Donc je ne dirais pas que c'est notre plus gros investissement, enfin ce n'est pas un entrepreneur emblématique. À date, c'est 70 entrepreneurs, 70 commerçants qui ont ouvert leur commerce, qui ont réalisé le rêve de vie, d'une vie, et qui ont créé 800 emplois. Voilà. Donc ce n'est pas un investissement, moi c'est pas un Mark Zuckerberg, c'est juste 70 entrepreneurs, et il y en aura 300 dans les 2 prochaines années, qui, comme ça, ont pu réaliser un rêve, ouvrir un commerce, se lever tous les matins, travailler dur, accueillir les habitants de ce quartier et leur proposer une vie commerciale comme dans les centres-villes et les beaux quartiers. D'où viennent ces entrepreneurs? De quelle origine? De quelle origine géographique, sociale, scolaire aussi? Les entrepreneurs qui ont accès à notre financement sont les entrepreneurs qui n'auraient pas pu faire les choses sans nous. Donc ce sont des entrepreneurs qui en général ont, pour les 2 tiers d'entre eux, un parcours scolaire assez limité. C'est-à-dire qu'on est bac ou infra-bac. Gros travailleurs. Voilà, c'est des gens qui ont toujours travaillé. Et qui... ouais, c'est des gens qui ont toujours travaillé. Qui se lèvent le matin parce que... c'est pas des Mark Zuckerberg. On ne les retrouvera pas en start-up incroyable. C'est juste des gens qui... ouais, c'est des exemples. Et d'ailleurs, tu as évoqué... moi, si je suis ici, c'est aussi grâce à 100 000 entrepreneurs. Et c'est l'exemple de... Voilà, c'est des exemples inspirants. Un boulanger, quelqu'un qui commence à pétrir le pain à 3 heures du matin tous les jours, c'est quelqu'un qui doit être inspirant pour notre jeunesse. Donc ça, nous, on cherche à promouvoir une mobilité sociale en finançant des entrepreneurs, mais de manière plus indirecte, en aidant aussi des jeunes. Alors là, c'est ciblé sur la Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui 1 millier de jeunes qui sont coachés, qui sont à la recherche d'un contrat d'apprentissage chaque année, une communauté d'environ 300 RH de grands groupes, et on essaie de faire des rencontres qualifiées, de les aider dans l'obtention d'un contrat d'alternance. On a eu plusieurs exemples ce matin d'entrepreneurs qui ont réussi dans divers domaines. Et la constance, le travail, c'est quelque chose qui revient effectivement tout le temps. On ne peut pas réussir avec juste une idée. Non, mais juste ce que vous dites, vous avez tapé encore une fois, là, je veux dire, on a beaucoup de jeunes qui ont encore droit à des contrôles régulièrement. Voilà, je crois qu'il faut travailler pour réussir ces contrôles. Ce n'est pas juste une bonne idée, une belle dissertation. Il faut la travailler. Donc oui, c'est de la rigueur et du travail. Stéphane Ben-Simon, vous êtes le leader français du coworking Wojo. Vous proposez plus d'une centaine d'espaces de travail et de bureaux dédiés, espaces partagés, salles de réunion. Peut-être juste avant de voir en termes de mobilité sociale quels sont les publics qui fréquentent vos espaces. Comment vous êtes arrivé à cette idée? Quel est votre parcours d'entrepreneur? Alors, Wojo est une entreprise en fait, qui est issue d'une jeune venture entre 2 grands groupes et qui se sont donné les moyens de lancer une start-up. Ça existe aussi, des grands groupes qui se lancent dans des start-up, en l'occurrence Bouygues Immobilier et Accor, puisque c'est une jeune venture entre 2 grands groupes. Et ensuite, évidemment, Wojo s'est lancé. Précédemment, ça s'appelait Nextdoor. Maintenant, c'est Wojo dans les sites de coworking. 11 immeubles en France et bientôt en Espagne. Et effectivement, de plus en plus de sites, de spots installés dans des tiers-lieux, en l'occurrence des hôtels Accor pour le moment, mais demain des gares, des aéroports et d'autres espaces. Donc c'est une émanation entrepreneuriale de grands groupes avec des équipes qui ont démarré de zéro pour construire cette belle aventure qui est le coworking, qui, depuis quelques années, explose partout. Moi, je voudrais revenir 2 secondes sur l'ascenseur social et dire que les lieux de rencontre, c'est aussi la réponse au déclenchement de la performance, de la création d'entreprise. Et nous, ce qu'on essaie de faire chez Wojo, c'est au-delà des aspects de financement dont on a entendu parler, d'accompagnement dont on a entendu parler ce matin et là à l'instant, c'est aussi offrir des espaces où les rencontres sont possibles, où la mixité est possible entre des startups, entre des grands groupes. Et tout ça est réuni aujourd'hui dans des espaces de coworking comme Wojo ou d'autres. C'est pas seulement le financement, c'est aussi de faire
de générer un réseau, d'avoir plusieurs lieux. C'est pour ça qu'on essaie d'investir un maximum de tiers-lieux pour faire des rencontres et pour générer des idées, pour aussi trouver des investisseurs éventuellement. Et on a dans nos sites des salariés qui sont devenus entrepreneurs, et on a aussi des personnes qui ont déclenché un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales. Et c'est pour ça que les nouveaux espaces de travail sont une réponse à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, à partir du moment où ce n'est pas uniquement réservé dans les beaux quartiers, mais également dans des tiers-lieux. Et c'est pour ça qu'on accompagne aussi pas mal d'espaces tiers-lieux, notamment avec le CNTL, qui est donc le Conseil national des tiers-lieux partout en France. Il y a 1800 tiers-lieux en France. Et ces rencontres qui se font de plus en plus génèrent du networking, et donc de pouvoir se lancer dans des entreprises. Et c'est une des réponses à la mobilité ou la non-mobilité sociale, géographique C'est clairement une réponse. On voit très bien que pendant des années, il y a eu concentration urbaine, ou si on prend l'exemple de la France, c'est Paris ou les grandes métropoles. Là, l'idée, c'est de pouvoir être aussi un peu partout. Encore une fois, avec le Conseil national des tiers-lieux qu'on accompagne, dont je fais partie du conseil d'administration. Et là aussi, c'est de se dire, quand on se lance dans une entreprise, et là, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et c'est tant mieux, parce que nous, dans nos espaces de coworking, autant vous dire que la moyenne d'âge, c'est plutôt entre 20 et autour de 25 ans. Pourquoi ? Parce que quand on se lance dans une entreprise, eh ben, on n'a pas les moyens de se payer un bail classique, des bureaux classiques, d'avancer l'argent, de se payer toutes sortes d'investissements, donc de prendre un espace de coworking, de se lancer dans un espace en plus où il y a plein de gens autour de vous, où vous pouvez interagir, vous pouvez trouver un prestataire, vous pouvez trouver aussi des clients, c'est ça aussi l'intérêt, et bien ça se multiplie. Et aujourd'hui, le coworking en France, c'est une toute petite part du monde de l'immobilier d'entreprise, c'est moins d'1%, à Paris c'est 1%, à Shanghai c'est 8%, à Londres c'est 7%. Et on n'imagine plus se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat sans pouvoir s'installer à côté d'autres entreprises où il y a vraiment une interaction qui a lieu, vraiment une création de richesse par l'échange et à des coûts qui sont digérables, si j'ose dire, pour se lancer dans des affaires. Donc j'engage tout le monde à tester au moins des approches de coworking, Wojo ou ailleurs. Alors, il y a une question qui revient très très fréquemment, en tout cas qui est plébiscitée. Que propose-t-on aux femmes pour faciliter leurs projets au lieu de choisir entre vie pro et vie familiale ? Alors, c'est moi ? Il n'y a pas de solution clé en main. C'est deux femmes. Et il n'y a pas de solution clé en main, mais il y a quand même des approches. Ce qu'il faut, c'est donner confiance aux femmes qui parfois ont envie, quand vous êtes des jeunes femmes, vous voulez souvent, comme les hommes, comme vos amis en classe, entreprendre. Et finalement, quand on regarde les chiffres, alors ça commence à évoluer, il y a quand même toujours moins de femmes qui créent leur entreprise. Alors, on a identifié, c'est depuis quelques années, les freins sur nous les femmes, on est tellement perfectionnistes qu'on se lance que quand tout est bouclé, alors que vos copains et nos copains n'attendent pas que tout soit parfait. Ils ont tellement confiance en eux qu'ils lancent leur boîte. Il y a des sujets de financement, alors parfois on se met soi-même finalement on s'auto-censure, on se dit est-ce que finalement je vais créer mon entreprise, mais je vais emprunter un petit montant pour demain. Or, quand on crée une entreprise, si on veut voir loin, il faut avoir déjà une stratégie peut-être de financement à 2 ou 3 ans et oser demander plus. Donc en fait, il faut être conscient de ces biais qu'on peut avoir tous, de ces plafonds qu'on se met, ou peut-être des préjugés qu'on peut avoir, qu'on soit homme ou femme. Une fois qu'on en est conscient,
c'est finalement sensibiliser les uns et les autres à ces différents freins. Donc pour nous, en tant que banque, c'est de dire à nos chargés d'affaires, hommes ou femmes, de faire prendre conscience de ces biais et dans les entretiens qu'ils ont avec leurs entrepreneurs femmes, de pouvoir aller plus loin dans la discussion. Parce que souvent, nos chargés d'affaires, quels qu'ils soient, se disent « mais moi, j'appréhende les entrepreneurs femmes ou hommes de la même façon », mais parce qu'on a tous peut-être des biais inconscients. Donc c'est d'abord être conscient de cela, puis après rendre visible le fait qu'on peut facilement emprunter. Donc, par exemple, chez BNP Paribas, on a dit il y a une enveloppe de 2 milliards d'euros qu'on met à disposition des femmes qui vont entreprendre. C'est au-delà de l'enveloppe, c'est de dire mais allez-y, on va vous accompagner, etc. Et après, il y a beaucoup de choses dans l'éducation. Hein. Quand on parle de... Parce que c'est toujours... En fait, moi, je disais tout à l'heure à Béatrice Vianney, donc 100 000 entrepreneurs, on a l'impression qu'on redit la même chose. C'est un peu comme pour l'égalité des chances. On parle de l'ascenseur social en panne. Ce sujet de l'entrepreneuriat féminin, on en parle depuis 4 ans, depuis 5 ans, et on a toujours les mêmes arguments. Donc le sujet, c'est peut-être se reposer la question de la manière dont on enseigne. Alors, il y a ces sujets, pareil, on revient toujours sur le sujet d'égalité homme-femme devant les métiers scientifiques, devant l'inclusion numérique. Peut-être doit-on se reposer la question de la manière dont on enseigne les matières. C'est peut-être se dire que, peut-être quand on parle d'entrepreneuriat, les formations sont faites par des hommes, et donc pour des hommes. Peut-être que si c'est fait par des femmes, on aura une autre manière de les recevoir. Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut continuer à faire. Mais en tout cas, allez-y, hein, mesdames, lancez-vous. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent pour vous accompagner, et des réseaux formidables. Moi, je peux juste vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'habite à Malakoff et je me souviens que quand la mère de notre enfant a accouché, elle était chef d'entreprise. Votre femme, quoi. Ouais, elle n'a pas eu de place en crèche. Elle n'a pas eu de place en crèche parce qu'il y avait une priorité donnée aux demandeurs d'emploi et certainement pas aux chefs d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est aussi un enjeu, c'est reconnaître que être chef d'entreprise, c'est aussi un vrai enjeu. Voilà, c'est pas juste être, un aisé. point. Oui, je voudrais qu'on intègre aussi la question de Nathalie, lycéenne, avec une vraie volonté d'entreprendre, mais ça paraît tellement difficile. Ouais. Alors, c'est pas forcément lié au sexe, là, pour le coup, mais ça me permet de revenir sur l'accompagnement. Tout à l'heure, je vous donnais des chiffres, il y a moins de femmes qui se font accompagner. Pourquoi c'est important de se faire accompagner quand on crée une entreprise ? Quand vous vous faites accompagner, vous doublez vos chances de réussite. Les chiffres le montrent. Quand on se fait accompagner, on dure 2 fois plus longtemps l'entreprise et on crée plus d'emplois. Donc quand les femmes se font moins accompagner que leurs collègues hommes, forcément, elles y arrivent moins aussi. Donc c'est pour ça, moi j'insiste sur l'accompagnement des structures qui sont là pour vous aider, que nous on finance. Quand on met 6 millions d'euros sur un pacte partenaire sur les franchises, quand on triple, on a parlé de l'ADI, nous on va tripler les microcrédits délivrés par l'ADI, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Tout ça, c'est fait pour vous aider, pour vous accompagner. Et les femmes, effectivement, je reviens sur ce qu'a dit madame, il faut oser. On se met aussi beaucoup de barrières à nous-mêmes. Je le sais aussi en tant qu'entrepreneur, ancien entrepreneureux. On se met aussi beaucoup de barrières. Et c'est pour ça qu'il faut agir effectivement dès le plus jeune âge. Nous, on incite dès le lycée les jeunes femmes, alors notamment à se tourner vers des carrières scientifiques, mais aussi à entreprendre avec des programmes où on va demander à des femmes qui ont réussi d'aller parler à ces jeunes filles pour avoir des modèles en tête. Stéphane Ben-Simon, alors on a la question également des échecs. On parle beaucoup de réussite ici. Et en France, c'est pas qu'on valorise les échecs, mais c'est que vraiment souvent c'est éliminatoire, quoi. On ne supporte pas quelqu'un qui a eu un échec. Dans notre culture, en tout cas, on n'accepte pas l'échec, ce qui n'est pas le cas d'autres cultures américaines, par exemple. Où dans cette conférence, je crois, tout début, il y avait un entrepreneur, je ne sais pas si c'est pas Philippe Ayat un jour, qui disait aux États-Unis, un entrepreneur, c'est comme un mafieux, quoi. Faut qu'il ait des cicatrices. Voilà, il faut qu'il y ait des échecs. Et là, ça devient crédible. Oui, alors je ne sais pas si j'irai jusqu'au mafieux, mais en tout cas, c'est vrai que le monde aujourd'hui, j'espère, accepte plus la notion d'échec dans l'entrepreneuriat, parce que évidemment, ça forge l'expérience et on ne refait pas 2 fois la même erreur, normalement. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus en tout cas dans nos espaces dans lesquels nous vivons au quotidien, dans les espaces de coworking, on voit de plus en plus d'entrepreneurs tenter des choses, se planter, essayer, revenir,
sur la prise de risque, et donc ne pas hésiter à oser prendre des risques en étant accompagné, exactement ce que tu disais à l'instant, parce que plus on est accompagné, au mieux ce sera, de limiter les risques, typiquement en allant dans des espaces de coworking ou de télétravailler, ça limite les risques d'investissement au démarrage. Donc tout ça doit contribuer, tout l'environnement de travail aujourd'hui proposé doit permettre de à la fois limiter les risques financiers pour se donner plus de moyens pour investir dans l'idée, dans le réseau, dans le contact, dans le networking. Donc oui, c'est j'espère de moins en moins le cas, le couple risque-rentabilité. Qu'est-ce qui va intervenir? Alors j'ai une question pour vous. Ah ben moi je voulais parler. Ah ben on continue. On prend le pouvoir, Vas-y, Raphaël. On voulait parler alors moi, je voulais parler d'échec scolaire et mon voisin va parler d'échec entrepreneurial. Effectivement, il faut travailler. On l'a vu tout à l'heure, la force du travail, c'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai pour vous tous, lycéens, collégiens. Il faudra bosser pour réussir, il faut bosser, ça c'est quoi qu'il arrive. Malheureusement, si vous n'avez pas la chance peut-être d'avoir vu 100 000 entrepreneurs, si on ne vous a pas aidé pour vos devoirs, si on ne vous a pas repéré quand vous étiez au lycéen pour vous accompagner vers les supérieurs, il y a encore des échecs. Alors la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on est dans une économie qui est en train de se renouveler avec des nouveaux métiers. Donc même si vous avez échoué, finalement, rien n'est jamais perdu parce qu'on va pouvoir vous apporter des formations sur des nouveaux métiers. Parce qu'il y a des acteurs qui émergent chaque jour pour justement regarder non pas seulement le diplôme qui ne va pas bien ou l'absence de diplôme, mais qui va en premier lieu regarder les compétences que vous avez. Et quoi qu'il arrive, d'où vous veniez, et quel que soit votre parcours, vous avez tous des compétences qui vont être utiles à différents types de métiers. Donc c'est ça qui est important, et ces compétences, avant, on ne savait pas les identifier. Aujourd'hui, on est capable, parce que la technologie nous permet de faire beaucoup de choses, de les identifier. Donc bossez, mais même si vous avez échoué, vous savez que vous allez pouvoir avoir une chance. Et du coup, on change le regard aussi sur l'échec scolaire. Voilà, mais en fait, l'échec, c'est juste, ça fait partie de la vie. Le plus important, c'est la leçon qu'on en tire. Vraiment, tout le reste, c'est pipeau. Je veux dire, un échec, c'est un super succès si on en a une leçon qui vous sert pour le reste de votre vie. Il y a un seul... je pense que cette question-là, elle est très légitime. Le couple, le niveau de risque que vous êtes capable de prendre. Moi, il n'y a rien de pire que d'entendre des gens qui vous disent quand vous n'avez rien, que vous êtes pauvre, vous n'avez rien à perdre. On peut toujours être plus dans la merde. Donc franchement, oui, il faut savoir intelligemment appréhender ces risques. Et une fois qu'on les prend, on assume. Et puis surtout, si on a fait une erreur, on en tire les leçons. Mais ça, c'est vrai pour l'école, c'est aussi bien évidemment vrai pour l'entrepreneuriat. Et je me permets de rajouter un point. On voit bien qu'aujourd'hui, et on en parle souvent à l'intérieur de Citizen Entrepreneur, par exemple, on voit bien qu'il y a pratiquement 50% des jobs de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Notamment, l'impact de l'intelligence artificielle va bouleverser le monde de l'entreprise, et probablement que les tâches répétitives seront balayées par tout ce qui est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un formidable terrain de jeu à venir pour tous les jeunes dans la salle, et pour pouvoir inventer, prendre des risques sur des mondes qui n'existent pas, et avec une nouvelle façon de travailler qui commence à émerger aujourd'hui. Donc, voilà, tout est ouvert. Voilà, autre question que j'allais vous poser, qui est ici. Peut-être sur la banque, il y a une question qui apparaît sur pourquoi les banques ne feraient pas confiance aux 16-17 ans et donc financent des projets à des âges en dessous. Pardon ? Pas tous, on peut aussi avoir il y a pas mal qui ont créé des entreprises à 16-17 ans. On peut être à l'école et créer son entreprise. Je pense que ça doit être possible. On fait confiance aux 16-17 ans. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage. Je crois qu'à 16-17 ans, quand on a besoin, quand on travaille, c'est effectivement le sujet de l'apprentissage. Et là, c'est important. Et là, je rejoins, c'est pour faire la boucle avec ce que vous disiez tout à l'heure.
l'importance de la rencontre. C'est-à-dire que ce qui est important quand on parle d'égalité des chances, c'est qu'on puisse se faire croiser des mondes qui n'auraient jamais eu l'opportunité de se croiser. Je crois que c'est essentiel. Alors que ce soit dans des tiers-lieux, que ce soit dans des bureaux d'entreprise, que ce soit dans les agences bancaires, comment aujourd'hui on peut se faire croiser deux mondes et du coup que chacun se serve. Sur l'alternance, c'est par exemple une initiative qu'on a montée avec 100 000 entrepreneurs. On connaissait 100 000, on intervenait dans des centres de formation d'apprentis, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, et on se rendait compte qu'il y avait de formidables jeunes qui avaient réussi à entrer, à avoir ce parcours d'apprentissage, mais qui ne trouvaient pas d'entreprise parce que quand on est dans un quartier prioritaire, trouver un réseau, on n'a pas les parents et donc on ne trouve pas l'entreprise. Et de l'autre côté, nous, en tant que banque, on sait tous les jours, quand on rencontre des PME, qu'elles ont un mal fou à trouver des jeunes en alternance, qu'elles ont envie en plus de vous recruter, parce qu'elles ont elles aussi envie d'entreprendre, de recruter dans la diversité, parce qu'elles se rendent compte que ça leur permet elles aussi de se renouveler. Et du coup, c'est comment on croise finalement ces jeunes identifiés par 100 000 et puis nos clients PME qui ne demandent qu'à vous recruter. Et ça marche, c'est-à-dire qu'on avait monté un premier pilote à Villepinte en mettant dans une salle 100 jeunes et de l'autre côté une trentaine d'entreprises. À l'issue de ces rencontres et de ces meetings, plus d'un tiers ont trouvé leur alternance. Et donc c'est cela qu'on souhaite développer un peu partout. Donc c'est cette force de la rencontre, cette force de la coopération entre différents acteurs, c'est peut-être ce qui fera qu'on n'aura plus cet ascenseur social en panne. Parce que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on prend de plus en plus conscience qu'on va tous perdre si on ne change pas la manière de voir. C'est que en 2005, il y avait la crise. Aujourd'hui, elle est encore là. Il faut qu'on trouve des solutions. Et peut-être pour le remettre en marche, cet ascenseur, c'est qu'on travaille encore plus ensemble. Juste Raphaël est peut-être pas la mieux placée pour parler des banques. En tout cas, moi, je vais défendre les banques. Assez souvent, des gens, beaucoup disent « Ah, la banque m'a pas fait de crédit, c'est de la faute de la banque si j'ai pas pu... » Non. Un vrai entrepreneur ne se plaindra jamais. Voilà. Et je peux vous dire que c'est compliqué, effectivement, quand on est très jeune, d'obtenir un crédit, mais c'est aussi très compliqué quand on est très vieux, quand on est plus âgé. Donc c'est forcément compliqué, c'est juste qu'il faut être bon, quoi, voilà. Alors, vous parliez d'alternance. Est-ce qu'il vaut pas mieux, souvent, faire une expérience, apprendre chez quelqu'un avant de créer son entreprise? Qu'est-ce qu'il y a un avis là-dessus? Moi, je voudrais juste rebondir, mais c'est en lien. On voit des questions qui passent, les grandes écoles, pour qu'on réussisse plus, etc., où c'est plus facile, etc. Je pense qu'il y a aussi une histoire de code. On a cité article 1, ça me touche beaucoup parce que ça s'appelait du temps Fratelli, et j'ai été marraine d'un jeune dans ce cadre-là. Parfois, c'est juste faire découvrir les codes et un réseau, et ouvrir son réseau à des jeunes qui n'en ont pas. Et nous, ce qu'on a fait à la région, c'est concret. Comme je vois plein d'étudiants, j'en profite pour le dire. En fait, toutes les associations, les collectivités, les entreprises qu'on finance, n'importe quelle institution qui touche une subvention de la région est obligée de prendre des stagiaires. Et c'est proportionnel au montant de la subvention qui touche. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait très bien que c'est plus facile quand on a des relations d'obtenir un stage. Et là, on oblige nos partenaires qui bénéficient des fonds publics à prendre des stagiaires. Donc je vous le dis, sur le site de la région, vous avez tout un tas de stages ouverts de toutes les entreprises et les associations, les collectivités qu'on a aidées, donc pour ouvrir ces possibilités à tout le monde. Et ça, je pense que c'est important. Sur l'expérience nécessaire avant de créer une entreprise ou de se lancer dans l'entrepreneuriat? Sur l'expérience nécessaire, nous on voit bien dans nos espaces que beaucoup d'entrepreneurs s'appuient sur ces stagiaires, et on voit très vite, c'est drôle, dans les espaces à vivre, là où il y a vraiment une activité très forte, ces stagiaires, donc vous demain, discuter avec les entrepreneurs et trouver leur stage d'après, voire même trouver leur emploi. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le réseau, sur ouvrir ses bras, ses yeux, ses oreilles, et de pouvoir discuter avec beaucoup d'entrepreneurs, de rentrer dans ces lieux. On a ouvert, encore une fois, un maximum d'espace. Je faisais référence tout à l'heure aux Wojo Spots qui sont dans des hôtels. La prochaine fois, au lieu d'aller chez Starbucks pour bosser, allez dans un hôtel, mettez-vous à côté d'un entrepreneur et puis posez-lui la question, ou un entrepreneur ou un salarié, en disant, quand il travaille là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous seriez intéressé par un stage? Et voilà, commencez à agir de la sorte, oser.
il y a maintenant des endroits pour ça. Il y a des lieux pour ça. Autant avant, c'était les entreprises, et avant de rentrer dans une entreprise classique, pour interagir avec les salariés de l'entreprise, que ce soit une start-up ou une grosse boîte, je peux vous assurer que dans les accueils des entreprises, c'est quand même très compliqué. Maintenant, vous avez des lieux qui existent, des tiers-lieux, beaucoup de tiers-lieux en France. Et nous, on ouvre aussi ces espaces-là partout. Donc, rentrer, discuter, interpeller, parce que c'est ça qui crée la connexion, et donc stage et demain emploi. Moi, je voulais simplement ajouter que ce soit pour devenir entrepreneur ou tout simplement pour choisir sa vie professionnelle, il est important qu'on connaisse l'entreprise. Et donc, il y a un stage qui est très important, c'est celui de 3e. Et parce qu'on parle aujourd'hui de partenariat, mobilité sociale et entreprise, il y a de plus en plus d'entreprises en France qui se mobilisent pour accueillir justement des jeunes de 3e pour leur stage d'observation, et notamment des jeunes qui viennent des quartiers les plus prioritaires, où là encore, il y a un sujet de réseau. Et ce stage de 3e d'observation est vraiment très important, parce que souvent on découvre des métiers. Alors même, nous on a un accueil dans la banque, et vous savez, quand ils choisissent la banque, c'est pas la banque qui est choisie en premier, puisqu'on a tous beaucoup de préjugés sur la banque, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui découvrent finalement des nouveaux métiers. Donc ça c'est important, c'est en tout cas se rapprocher le monde de l'entreprise, du monde de l'école, que ce soit pour devenir entrepreneur ou simplement pour choisir son métier, c'est important, et c'est une des vocations de 100 000 entrepreneurs. Et juste pour ce stage de 3e, mais je ne pense pas que vous soyez en 3e, sinon vraiment j'ai très beaucoup... Ils l'ont été à une époque. Il n'a pas fait le stage, il aurait dû faire le stage. Mais en tout cas, on aide aussi les étudiants à sortir de leur quartier, parfois d'aller à une entreprise qui est à l'autre bout, mais qu'ils ont envie de découvrir. Donc, par exemple, le Pass Navigo est gratuit pendant cette semaine de stage 3e offert par la région, donc pour vous aider à aller aussi, ou à vos petits frères, petites sœurs, à aller dans l'entreprise que vous voulez découvrir. Alors, pourquoi ne pas créer un parcours option entrepreneuriat directement dès le collège? Ce matin, quelqu'un disait, j'espère que la prochaine fois, l'année prochaine, la prochaine édition, elle ne se passera pas à Bercy, mais au ministère de l'Éducation nationale. C'était une proposition de ce matin. Non, mais pour montrer qu'il fallait aller plus loin dans le partenariat avec l'Éducation nationale. Et cette question est encore plus directe. Pourquoi ne pas créer un parcours option entrepreneuriat directement dans les collèges? Mais en fait, il y a des associations formidables. Là, je vois Blandine Mullier qui est à la filature. À la filature, il y a par exemple Entreprendre pour apprendre. Et donc, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui permet justement dans les collèges à monter des projets d'entreprise. Donc, ça existe déjà. Vous êtes collégien, vous allez pouvoir, grâce à Entreprendre pour apprendre, créer votre projet comme de réels entrepreneurs. Puis, il y en a certains d'ailleurs qui vont faire vivre leurs produits, parce qu'on va jusqu'à créer parfois des prototypes. Donc ça existe déjà, l'entreprise à l'école, grâce à Entreprendre pour apprendre. Oui, ça existe, mais je pense qu'il faut vraiment le développer. Moi, je suis tout à fait d'accord. On a quand même beaucoup de mal à faire rentrer l'entreprise dans le milieu de l'éducation nationale. Et nous aussi, quand je parlais tout à l'heure des jeunes filles pour les orienter vers des carrières scientifiques, et de faire rentrer des grands groupes, des femmes qui peuvent parler de leur expérience, on a quand même beaucoup de mal. Donc moi, j'aimerais qu'on y arrive un peu mieux et effectivement développer davantage ces parcours entrepreneuriat comme le fait Entreprendre pour apprendre avec les micro-entreprises. Après, juste l'entrepreneuriat... Allez-y. C'est important de sensibiliser. Effectivement, ça passe à mon sens, beaucoup par des pitchs d'entrepreneurs auprès des jeunes que par directement le corps professoral. Après, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, qu'on n'est pas obligé de lancer son entreprise pour réussir, que c'est un moment dans sa vie où on est capable de le faire. Donc voilà, c'est important effectivement de parler d'entrepreneuriat à l'école, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde et c'est certainement pas tout le temps. Voilà, c'est un moment dans la vie de chacun. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui veut intervenir? Alors, il y a une question que je garde un petit peu pour la fin de cette séquence, qui est en fait la première, qui est un peu posée différemment la question sur laquelle vous êtes exprimé en début de table ronde. Pourquoi les élèves ayant fait des grandes écoles sont toujours privilégiés par rapport aux autres? Vous avez placé l'axe sur la question de l'argent. Là, la question est posée autrement.
Parce que finalement, on l'a vu ce matin, on peut être entrepreneur avec une bonne idée, de l'envie, de la conviction, de la motivation, une passion, et ce n'est pas lié au niveau d'études. Je pense que n'importe qui fera confiance à quelqu'un qui est un gros travailleur. Voilà. Je parlais des candidats à la franchise, via Monte ta franchise. Même s'ils n'ont pas 1 euro de côté, ils auront toujours un ami ou la famille pour leur prêter un petit peu d'argent parce qu'on sait que c'est des grands travailleurs. En tant que jeune, on peut faire ses preuves par l'école et si vous travaillez bien à l'école, vous pouvez peut-être faire des grandes écoles et ces profils-là, effectivement, il y a un a priori positif comme un apprenti, quelqu'un qui a commencé dans la boulangerie et qui se lève tôt le matin. On aura un a priori positif en se disant tiens, c'est un gros travailleur. Après, le sujet... Est-ce qu'on a parlé d'ascenseur social? Est-ce que pour rentrer dans une grande école, il faut juste beaucoup travailler? Ou est-ce que certains sont privilégiés? Bon, il faut voir le bon côté des choses. C'est en train de changer. Je pense qu'effectivement, auparavant, retrouvé dans les incubateurs, c'est vrai aussi, les incubateurs de start-up, ils ont tous le même profil, blanc, homme et diplômé. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Je vous parlais des déterminés. Il y a le réseau Live for Good. Il y a de plus en plus d'initiatives parce qu'on se rend compte, on le voyait tout à l'heure, que il faut complètement, on a une feuille blanche devant nous et à la rigueur, c'est le sujet même de la diversité. Si on veut changer les choses, il faut qu'on n'ait pas tous les mêmes idées. Et on se rend compte de plus en plus, notamment avec Live for Good, avec d'autres, qu'il y a des entrepreneurs incroyables qui ont vécu justement toutes ces difficultés dans les quartiers et qui trouvent les solutions qu'on n'a jamais pu imaginer. Et donc c'est des réseaux comme ça qui laissent justement, aujourd'hui, c'est plus seulement le diplôme qui va faire la force de l'entrepreneur et les mentalités sont en train de changer. On n'est qu'au début, mais il suffit de voir la richesse de ces réseaux d'entrepreneurs, entreprendre quartier, entreprendre diversité, ou les réfugiés. Il y a un superbe incubateur qui est en train de naître à Montreuil. On voit que finalement les intelligences sont diverses et aujourd'hui elles viennent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent Vous vouliez parler? Oui, juste un mot pour dire que ce n'est pas simplement un sujet franco-français, ce dont on parle. Nous qui nous déployons un peu partout en Europe et bientôt dans le monde, on voit bien qu'il y a une forte tendance à cette création de nouveaux espaces, évidemment d'incubateurs, ça c'est presque plus nouveau, mais également ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des tiers-lieux, voire des associations où on peut rentrer, travailler sur un projet, interagir, venir avec son projet. Et on a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur tous les tiers-lieux dans le monde. C'est assez phénoménal, c'est plus qu'une tendance, c'est une révolution des façons de travailler où maintenant chacun vient avec son projet, interagit avec l'autre, permet de trouver éventuellement des financements et ces endroits, ces lieux qui sont ouverts à tous. Donc je vous invite à aller en visiter un certain nombre. Je vous dis, il y en a 1800 en France. Donc, quand vous avez des projets, de pousser la porte, de dire ben voilà, je m'y installe, je travaille, j'interagis avec d'autres, et je trouve les moyens de déclencher mon projet et de travailler. Donc, encore une fois, c'est pas que franco-français, ça existe partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent? On a 5 minutes là pour quelques questions. Grégoire Sainty. Oui, moi, je voulais apporter à la fois un témoignage de ce qu'on observe dans le cadre du G20 et de ce que j'observe dans le cadre de NextEdge par rapport à l'idée de l'éducation. Bien sûr, tout le monde souhaite faire les meilleures études possibles et que ses enfants feront les meilleures études possibles, etc. Mais je voudrais battre en brèche, et en particulier par rapport à tous les jeunes qui sont dans la salle. Ce n'est pas un encouragement à ne pas travailler pendant leurs études, mais je voudrais témoigner 2-3 choses avec vous. La première, c'est... Nous, on n'a jamais investi dans aucun entrepreneur ayant fait l'ENA. 2, on a assez rarement des entrepreneurs qui ont fait Polytechnique. 3, les meilleurs entrepreneurs n'ont pas nécessairement fait les plus grandes études, bien au contraire. Je rappelle 2-3 données. Quand on parle aux États-Unis, comment s'appelle-t-il? Steve Jobs, il avait fait des études de calligraphie, il n'avait pas fait des études d'ingénieur, il n'avait pas fait Harvard. Et donc, moi, je suis fatigué d'entendre systématiquement le côté, il y a un chemin à suivre qui est forcément pour devenir entrepreneur, il faut avoir fait des grandes études. Et je peux témoigner avec vous que
les entrepreneurs qui se lancent à la sortie des plus grandes écoles sont parfois ceux avec lesquels les échecs sont les plus retentissants parce qu'ils sont parfois un peu déconnectés avec le réel. Et on préfère, nous, 1000 fois, avoir des entrepreneurs qui ont les pieds sur terre, qui ont une vision, qui sont courageux, qui bossent, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui ont des valeurs très fortement chevillées. Et je crois que c'est un truc qu'il faut pas dire faire des études, c'est un handicap. Au contraire, faire des études, c'est bien. Mais que pour devenir entrepreneur, les études, c'est pas du tout la voie obligatoire. Je prends un petit exemple, par exemple, un entrepreneur que je connais raisonnablement bien, il s'appelle François Pinault, il est autodidacte, et je crois que ça ne l'a pas empêché de réussir. Je crois que c'est timidité aussi. Bravo. Qu'est-ce qui veut intervenir? Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos intervenants.